Alors, autre voyant rouge qui s'est allumé en 2016, on va parler maintenant de la concentration entre la presse et des grands groupes industriels. Alors, c'est pas nouveau, on a connu Dassault, Lagardère, Bouygues, Niel, d'autres. Mais la prise de contrôle par Vincent Bolloré du groupe Canal+, s'est soldée par la disparition des enquêtes sur la chaîne et puis par une grève d'un mois à iTélévision qui fait partie du groupe. Alors, écoutez Antoine Janton, c'est un des journalistes qui était à la pointe de ce mouvement. Il résume son état d'esprit en annonçant la fin du mouvement. Nous sortons de ce conflit éreinté et meurtri, mais la tête haute. Avec au cœur le sentiment d'avoir tenté de défendre notre honneur, nous sortons tous ensemble de cette grève, plus que jamais attachés à cette chaîne. Ensemble, nous demeurerons vigilants. Alors depuis 80 journalistes sur 120 ont quitté la chaîne, considérant qu'elle n'incarnait plus les valeurs du journalisme qu'ils voulaient défendre. Jacques Trenso, vous qui avez travaillé à l'Express, l'Express maintenant fait partie du groupe de Patrick Drahi, SFR, Numéricable. Et comment vous avez vécu cette prise de contrôle par Patrick Drahi, vous? Très mal, très très mal, parce que quand on le vit de l'intérieur, on se rend compte de la destruction que ça provoque, des blessures que ça provoque déjà chez les gens, et du côté débridé du capitalisme financier outrancier. Alors précisons concrètement. Concrètement, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui s'appelle Patrick Drahi, qui est un milliardaire, mais qui est surendetté. Il a plus de 50 milliards de dettes. Et quand il rachète, il fait la même chose que dans les autres sociétés. C'est-à-dire qu'il rachète et il se paye sur la bête. C'est-à-dire qu'il ne met pas d'argent dedans. Il ne fonctionne qu'en trésorerie. Il ne recapitalise pas la société. Et il essaye de tirer le maximum de jus, en quelque sorte, du citron qu'il presse et de l'actif qu'il rachète. C'est exactement ce qui s'est passé chez nous, et c'est ce qui se passe chez les autres. C'est-à-dire un groupe de 750 personnes, il n'y en a plus que 500, et donc on baisse la masse salariale de façon extrêmement drastique, et après on ne paye pas les fournisseurs, parce que je suis désolé, ça a été dit et répété, SFR comme Numéricable, c'est la même entité, et en haut des mauvais Je vous renvoie à payeurs, une hein. enquête que nous avions réalisée à Secret d'Info, la première émission d'ailleurs de septembre, on peut l'écouter sur franceinter.fr toujours, Voilà. où on expliquait ça justement. Donc ça c'est pour le capitalisme financier débridé. Après, par rapport à la presse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se dit, tiens, mais c'est très vague, très flou comme stratégie, tiens, et si je mettais du contenu dans des tuyaux? Voilà. Pourquoi? Pour élever mon coût moyen, mon revenu moyen par utilisateur de SFR. C'est-à-dire que je vais lui proposer en vrac Un produit d'appel. un grossiste, c'est-à-dire c'est un produit d'appel avec 40 journaux, voilà, Le gadget d'Empire. pour le même prix. Et puis, comme ça, je pourrais monter mon prix moyen et vendre un peu mieux mes abonnements à SFR, hein. Donc, on est quand même très, très loin d'une logique de presse. Je pense qu'un journal ne peut pas vivre s'il n'a pas d'identité, s'il ne crée pas une communauté autour et s'il n'a pas un minimum de valeur. Et là, on en est vraiment aux antipodes. Mark Hunter. Okay. J'aimerais dire, je suis en train de finir un livre sur le sujet du journalisme indépendant et de son financement et de ses opérations. Et je voudrais vous dire, ce que vous dites, c'est exact. C'est un précis d'une situation qui a affligé beaucoup de monde. Mais il y a eu un prix pour cela, pour cette stratégie financière en termes du public des médias. Partout, les publics des soi-disant grands médias baissent. Leur influence aussi. On vient de voir le résultat aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, où la crédibilité des grands médias a été désavouée par presque la moitié du public américain. Et en face de ça, nous avons un contre-mouvement de médias indépendants comme celui que vous essayez à faire en ce moment. Et ces médias sont plus influents qu'ils n'y paraissent. Ils n'ont pas besoin d'être des grands pour influer sur des choses. Ils peuvent s'organiser entre eux, comme avec les Panama Papers. Ils peuvent vivre des communautés d'utilisateurs qui ont besoin d'une vraie voix. Et on voit ça, c'est plus l'exception. Les exceptions se multiplient. Nous sommes en face d'un mouvement mondial. Et moi, je m'en réjouis. Marc, vous posez aussi une question qui est une question de fond, et c'est ce que disent les personnes qui, comme Patrick Drahi, sont à la tête de groupes industriels et rachètent, disent de toute façon, votre modèle, il est mort. Je veux dire, le papier ne se vend plus, se vend de moins en moins, donc il faut trouver d'autres modèles. Alors, Mediapart, je vois Fabrice Arfi qui réagit, vous en avez proposé un, mais la question de fond, elle est là aussi. Quel autre modèle proposer aujourd'hui pour préserver, j'allais dire, un journalisme indépendant sans avoir besoin du soutien des groupes industriels? Le modèle économique ne va pas sans le modèle éditorial.
il faut bien prendre la mesure de ce que nous vivons aujourd'hui en France. Nous sommes dans un moment historique d'ultra-concentration des médias que nous n'avons jamais connu. La France s'est reconstruite après-guerre avec un formidable programme qui s'appelait les Jours Heureux. Alors comment faire autrement? C'était le programme du Conseil national de la résistance, qui avait des chapitres consacrés à la presse, qui disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait des puissances d'argent, c'est l'expression à la mode à l'époque, derrière des banques, des États et des églises, derrière la presse. Aujourd'hui, c'est fini. Ce programme est mort. L'essentiel des médias privés en France, de la production de l'information, est entre les mains de 7 personnes. 7 personnes qui sont milliardaires, tant mieux pour eux, pas de racisme, de l'argent. 7 personnes qui sont des capitaines d'industrie, c'est très bien, mais problème, le cœur de leur activité, ça n'est pas l'information. Le cœur de leur activité, c'est de faire de la banque, c'est de faire du BTP, Oui. c'est de faire de la téléphonie. On a vu quelles en sont les limites et les inconvénients. C'est que armes. faire, Fabrice, pour avancer? Mais c'est quoi le modèle alternatif? Alors, vous en proposez un, mais quoi d'autre pour la presse écrite? Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce modèle-là économique est destructeur de valeur éditoriale. Il faut arrêter de prendre les lecteurs pour ce qu'ils ne sont pas. Les gens, les citoyens dans un pays, ils veulent de la bonne information. Voilà. Ils veulent de la confiance dans leurs médias. Et cette ultra-concentration, je suis désolé, crée la pire des censures, qui est l'autocensure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Le appauvrit la Monde est un confiance. mauvais média, que Mais pas Libération du tout. est un mauvais média, Mais pas que du l'Obs tout. est un mauvais... Mais pas du tout. Ah, Mais l'écosystème est problématique. Évidemment que Le Monde produit des enquêtes formidables. Les Panama Papers, c'est avec Le Monde. Évidemment alors, qu'il y a Libération. comment créer des modèles viables? Mais vous voyez bien que la défiance, elle est totale. Vous voyez bien que ces médias, regardez la situation de Libération qui perd énormément de lecteurs. Regardez la situation de l'Express qui est totalement dévitalisée. Comment voulez-vous, dans ces situations, produire du journalisme qui va créer de l'intérêt public et de la confiance pour les citoyens? C'est une question fondamentale. Et ces gens, ces capitaines d'industrie qui captent, notamment pour des raisons d'influence, les médias, n'en ont que faire de ce que je suis en Mais train de d'autres dire. modèles prennent forme. Bien sûr. Alors, moi, on en a évoqué un. Élise Lucet, Oui. justement, la question, regardons devant. C'est comment faire Alors, si ce modèle pose tant de problèmes? Regardons devant, déjà, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Marc, c'est-à-dire que franchement, à un moment, on voit de plus en plus, dans les jeunes générations, mais pas seulement, de gens qui s'informent différemment, qui vont vers des communautés de journalistes, pas forcément vers des grands médias parce qu'il y a une défiance, mais peut-être que ces capitaines d'industrie vont se rendre compte à un moment qu'ils vont pas vendre l'Express, Le Monde, machin, juste pour les pubs qu'il y a dedans, parce que les gens vont arrêter de les acheter définitivement. Donc peut-être même il va y avoir à un moment un recours à des vrais professionnels de l'info pour reprendre ces médias, parce qu'ils vont juste se rendre compte qu'ils sont en train de Qui perdre. les aseptisent. Mais oui, puis même leurs outils d'influence, puisqu'ils les ont aussi achetés parce que ce sont des outils d'influence. Moi, ce que je voudrais dire, et c'est pas parce que je suis à France Inter que je le dis, et c'est pas parce que je travaille à France Télévisions que je le dis, c'est quand même que le service public, je crois, et doit, et en ce moment assure une mission extrêmement importante. C'est-à-dire, quand on voit l'affaiblissement du journalisme d'investigation dans les médias privés, nous avons un rôle à jouer. Je sais que vous le jouez ici à France Inter, et je sais que grâce à Rémi Flimelin qui a disparu dernièrement, et grâce à Delphine Ernotte aujourd'hui, nous l'assurons, et que c'est vraiment important de le faire aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de médias en radio et en télé où on peut faire de l'investigation. Si on ne le fait pas, nous, ça n'est pas fait ailleurs. Donc c'est vraiment, quand on dit service public, c'est un service qu'on rend au public, mais dans le vrai sens profond du terme. Alors, Le service journalistique, il est chez nous aujourd'hui. J'en profite pour préciser à nos auditeurs qu'effectivement, Radio France a créé il y a un peu plus de 2 ans une direction de l'investigation qui n'existait pas, qui permet d'ailleurs de produire l'émission que vous écoutez aujourd'hui. Et en ce sens-là, effectivement, il y a une espèce de mouvement que le service public essaie de préserver ou d'encourager. Marc? Okay. Il y a des changements qui s'opèrent non seulement sur l'organisation, mais sur les missions. Greenpeace est devenu l'organisation d'enquête environnementale la plus puissante du monde. Greenpeace est soutenu par 3 millions de membres. Ils sont parfaitement indépendants, ils font du bon travail. Ils ont annoncé l'année dernière, 2016, que le journalisme d'investigation allait être l'un de leurs 3 piliers stratégiques. C'est un signe très significatif pour le reste des médias parce que eux, c'est des concurrents féroces et puissants. Alors Marc, je voudrais qu'on donne le mot de la fin à Jacques Trentzau, puisque vous avez créé, vous justement, on parlait de l'ICIJ tout à l'heure, qui est ce consortium de journalistes internationaux. Il y en a un autre européen qui a participé à la révélation des Footleaks. Alors vous venez de créer un média local qui s'appelle Médiacité et qui justement travaille sur cette idée de réseau aussi, qui est un peu ce qui nous indique la direction de ce que sera peut-être une autre forme de journalisme demain. Alors expliquez-nous ce que c'est.
Bah, déjà, je vais dire pourquoi on l'a fait. Quelque part pour ubériser nos éditeurs qui ne correspondaient pas à nos attentes, qui ne défendaient pas les valeurs auxquelles on croit quand on est journaliste, qui travaillaient parfois trop pour les annonceurs ou pour les actionnaires, alors que nous, on Ubériser, vous voulez dire mettre en réseau, parce que d'autres vous diront, si c'est ça leur modèle... contourner, se passer en quelque sorte. Parce que moi, j'ai qu'un seul patron, c'est mon lecteur. Et j'en suis intimement convaincu. Et j'ai une dimension, je suis comme Élise Lucet, c'est-à-dire je pense que l'information est un bien d'intérêt général. Donc, comment faire? C'était votre question. Nous, on va tenter quelque chose, et on tente quelque chose au niveau des villes, parce qu'il manque d'enquêtes sur les villes. Ça passe en dessous des écrans radars de la presse nationale, parce qu'elle a déjà 1000 choses à faire. Et la presse quotidienne régionale, elle le fait pas trop, pas assez. Donc, on va essayer de la titiller un petit peu là-dessus. Elle a peut-être les mêmes problèmes que les autres. Ce sont aussi des problèmes de moyens, d'argent, d'effectifs. Bien sûr. Donc, on va essayer de jouer le complément parfait de la PQR et on va le faire en toute transparence parce que nous aussi, on va publier nos comptes. On va le faire avec humilité. On va aller à la rencontre des lecteurs parce que c'est un média, Médiacité, c'est un média de proximité. C'est dans les grandes villes. Donc, on fera du débat public aussi en prolongement des enquêtes. Et si le public sent notre sincérité, je pense qu'on peut construire un modèle à partir de ça. Je pense qu'on rentre dans l'ère des médias communautaires au bon sens du terme, avec un public qui est attaché aux médias, qui croit aux médias et qui a à nouveau confiance dans le média. Merci Jacques Trenso. Ce sera un message positif pour terminer, parce qu'il y a eu beaucoup quand même de choses un peu inquiétantes qu'on a évoquées. Merci Élise Lucet. Merci, oui. J'en profite pour dire que dans Envoyé spécial, on a remis aussi de l'enquête et de l'investigation dans Cash, dans Complément d'enquête. Allez, on fait sa pub, on en profite. Non, mais pour le coup, le service public, je crois, essaie de tenir son rôle. Merci Fabrice Arfi. Merci à vous. Et merci Marc Hunter. Bonne continuation et puis joyeux Noël à tous. Merci. Merci. Merci.